Bonsoir à tous, bonsoir de Jérusalem. C'est un plaisir de vous retrouver, notre public fidèle. Et je reconnais évidemment des noms qui reviennent régulièrement, que je salue, Eric, Roger, Sam et plein d'autres encore qui nous suivent régulièrement. Nous sommes bientôt à la 60e rencontre de Israël s'invite chez vous. Et comme nous l'avons dit, nous essayons de coller à l'actualité autant que possible, que ce soit l'actualité juive, l'actualité israélienne, les fêtes, les événements importants, l'histoire du sionisme, et j'en passe, et tout à l'heure nous donnerons la suite. Donc, pour ce soir, nous avons choisi, en cette date du dépôt des candidatures, de l'ouverture quasiment officielle de la campagne électorale israélienne, la 4e que nous vivons depuis quelques années, et ce que nous allons décider de vous parler un peu plus, de mieux comprendre le système politique israélien qui est très particulier, qui est un système qui a été mis en place quand Israël comprenait à peine 600 000 personnes et aujourd'hui nous sommes loin des 10 millions d'habitants. Nous allons essayer de comprendre comment vivre et comment adapter peut-être ce système, en tout cas vous permettre de mieux suivre les élections. Voilà, nos partenaires de l'Organisation sioniste mondiale à Paris, à Jérusalem, Yasmine, notre directrice des programmes, et Naftali sont toujours présents. Moi-même, Avisana du département de la promotion de l'ALIA, je suis heureux de vous présenter notre invité de ce soir, Michael Blum. Michael Blum est depuis plusieurs dizaines d'années. Michael Blum est un journaliste très connu des milieux francophones, mais des milieux français aussi, c'est-à-dire qu'il n'est pas seulement un journaliste de la presse générale. Et je crois qu'il a, de par ce fait, une vision beaucoup plus large, approche et israélienne et francophone. Et le fait qu'il voit au quotidien les journalistes français va nous permettre, je l'espère, de mieux comprendre le système politique israélien et comprendre un petit peu ces alliances qui se font, qui se défoncent, ces majorités, ces minorités qui n'arrivent pas finalement à gouverner Israël aujourd'hui. Voilà, donc le cadre est posé. Comme d'habitude, je sais que vous allez avoir beaucoup de questions. Donc nous allons essayer de nous en tenir, j'allais dire, à notre rythme régulier, c'est-à-dire que notre conférence, tout compris, comprendra environ 1 heure. Michael, qui va après se présenter un peu plus largement, personnellement, va vous donner un exposé le plus large possible sur le système politique, vous permettra à travers de poser vos questions qui sont relayées par nos modérateurs, Naftali et Yasmine, à Jérusalem et à Paris. Voilà, Michael, j'ai planté le décor. Je vous souhaite et bonne soirée. Merci, Avi. Bonsoir à tous. Je vois aussi des têtes connues, des gens devant qui j'ai eu l'occasion de donner des conférences en réel. Et j'espère qu'un jour, on pourra refaire ça quand la crise du Covid-19 sera passée. Alors, quelques mots, Avi Zana m'a présenté. Je suis en Israël depuis 1985. Je suis père de 2 enfants. Je vis dans le Gush Etzion et je suis journaliste depuis 1995. J'ai travaillé en effet pour des médias français, juifs et non juifs, enfin les médias généraux, pour la presse écrite, la radio, la télévision, des sites internet. Je m'intéresse beaucoup à la politique israélienne. J'ai couvert les élections depuis 1996, la première fois que j'ai travaillé comme journaliste, quand Benjamin Netanyahou a remporté sa première victoire à la surprise générale. Et donc ce soir, alors, on va essayer de faire un rapide tour d'horizon de la situation actuelle, donc à la veille des élections pour la 24e Knesset, donc qui se dérouleront le 23 mars. Alors tout d'abord, de manière très générale, on va expliquer donc le système politique israélien. Alors, certains le savent, d'autres non, et si j'en ai pas dit assez, n'hésitez pas à poser des questions et j'y répondrai à la fin de mon exposé. Alors, Israël est une démocratie parlementaire. Donc, il n'y a pas de constitution, mais il y a des lois fondamentales qui font office de constitution. Il y a 120 députés à la Knesset.
Normalement, les élections se déroulent tous les 4 ans, mais comme vous le savez, cette fois, c'est la 4e élection en 2 ans. Pourquoi? Car le Premier ministre, pour pouvoir que la Knesset puisse tenir les 4 ans normalement, il faut qu'il y ait une coalition qui soutienne le Premier ministre, une coalition dont une majorité d'élus, donc de 61 députés. Or, ces 2 dernières années, Binyamin Netanyahou, qui est le Premier ministre depuis donc 2009, ces dernières années a du mal à avoir une coalition stable. Et donc, dès que la coalition est en dessous de 61 élus, il faut repartir aux élections. Alors, actuellement, on est dans un système donc, de proportionnel intégral, c'est-à-dire que chaque parti se présente et s'il obtient 3,25% exactement de voix, il peut entrer à la Knesset, ce qui représente environ, évidemment ça change selon le nombre de gens qui votent et l'évolution de la démographie, mais pour rentrer à la Knesset, il faut environ donc 150 000 voix, ce qui donne automatiquement 4 sièges. En 1992, pour vous donner un ordre d'idée, il fallait seulement 1% de voix pour pouvoir entrer. À l'époque, il y avait beaucoup plus de partis, notamment des partis qui étaient représentés par un seul député, ce qui permettait à un parti avec un seul député, avec une seule voix, de faire tomber une coalition. Et il y avait des grands partis, mais ils avaient toujours besoin de partis plus petits pour assurer la stabilité de la coalition. Alors, pendant des décennies, en fait, et quasiment depuis la création de l'État, il y avait 2 grands blocs politiques en Israël, la droite et la gauche. Alors, la gauche, c'était à la création de l'État le parti Mapai de David Ben-Gurion, puis il a changé de nom et aujourd'hui, c'est le Parti travailliste, et donc il a été dirigé successivement après Ben-Gurion par Moshe Charet, Levi Eshkol, Golda Meir, Yitzhak Rabin, Shimon Peres. Et en fait, le Parti travailliste, la gauche, a été au pouvoir de 1948, la création de l'État d'Israël, jusqu'en 1977, quand Menachem Begin, à la tête du Likoud, a pris le pouvoir. Et depuis cette victoire, en 1977, la droite est quasiment au pouvoir, enfin le Likoud en l'occurrence, est quasiment au pouvoir, quasiment sans interruption, sauf en 1999 avec Ehud Barak, et la parenthèse centriste de Kadima, dirigée par Ariel Sharon, ancien Premier ministre élu du Likoud, et son successeur, Ehud Olmert. Cette élection est différente. Peut-être pour la première fois dans l'histoire de la Knesset, il y a 2 blocs, mais ce n'est plus un bloc de droite et un bloc de gauche, c'est un bloc pour Bibi et un bloc tout sauf Bibi. Bibi étant, comme vous le savez, le petit nom de Netanyahou que je me permettrai d'utiliser aussi de temps en temps. Alors, ces 2 blocs, qu'est-ce qu'ils représentent? À droite, la droite, il y a une droite avec Netanyahou, on va en parler, qui est soutenue par les partis religieux aussi, et contre Netanyahou, la gauche, comme sans surprise, les partis de centre et une grande partie des partis de droite, dont certains refusent de siéger avec Netanyahou. Alors, ce que je vous propose, c'est de passer rapidement en revue les partis, les formations politiques qui se présentent donc pour cette Knesset, et de voir en fait quelles sont les options pour ces partis, quelles sont les options de coalition au lendemain du 23 mars prochain. Alors, le grand parti, on va les faire selon l'état actuel des sondages. Évidemment, tout peut changer. Il y a toujours des surprises en politique et encore plus dans la politique israélienne. Alors, le parti qui, pour l'instant, a le plus de voix selon les sondages, c'est le Likoud. Le Likoud qui, ces dernières années, a quasiment toujours été en tête ou à égalité lors des dernières élections avec le parti bleu-blanc de Benny Gantz. Mais en fait, qu'est-ce que c'est que le Likoud? Parce qu'on dit le Likoud, c'est la droite, mais le Likoud, en fait, a été créé en 1973 et il rassemblait plusieurs partis. Le parti de Menachem Begin, le Kherut, et le parti libéral, qui était un parti plus centriste. Il a adopté de manière générale, on ne va pas rentrer dans les détails, les principes idéologiques, l'idéologie de Jabotinsky, c'est-à-dire c'est à la fois une économie capitaliste, le respect de la tradition juive et un attachement à toute la terre d'Israël, y compris donc après la guerre des 6 jours, au territoire reconquis sur l'Égypte, la Jordanie et la Syrie. Alors, Netanyahou, qui est donc au pouvoir sans interruption depuis 2009, après avoir été aussi entre 1996 et 1999, est le 4e chef du parti, en fait. Il y a eu Begin, Yitzhak Shamir, Ariel Sharon et Binyamin Netanyahou. Il se présente aux élections avec des cartes
assez fortes en main. Tout d'abord, la stabilité sécuritaire, quasi inédite depuis la création de l'État d'Israël. Il n'y a pas d'attentats, il y a des menaces, mais il n'y a quasiment pas eu d'attentats cette année. Aux frontières, même s'il y a toujours les menaces, on le sait, frontières syriennes, libanaises et la menace iranienne toujours. Aujourd'hui, il y a une stabilité sécuritaire et c'est une des cartes fortes de Netanyahou. Les succès diplomatiques, on le sait, les accords de normalisation récents avec des pays arabes, mais aussi le rapprochement avec les pays africains, avec le Brésil, avec la Russie de Poutine, avec l'Arabie saoudite. Et sa troisième carte, sans surprise, la campagne de vaccination, le fait qu'Israël soit aujourd'hui le laboratoire du monde et qu'on est à plus de 35% à l'heure où je vous parle d'Israéliens qui ont déjà reçu les 2 doses de vaccin. Alors aujourd'hui, tous les sondages donnent environ 30 sièges au Likoud, qui sera donc ainsi, si ça se confirme, le plus grand parti de la 24e Knesset. Mais rappelez-vous toujours que pour être Premier ministre, il faut avoir 61 mains, 61 élus qui soutiennent le Premier ministre, et 30, on est très loin du compte. Alors, une autre carte de Netanyahou, c'est le scoop de la soirée, ça a été annoncé il y a quelques minutes. Netanyahou a pu nommer sur sa liste un arabe israélien, donc un arabe musulman. C'est la première fois dans l'histoire de Likoud qu'un musulman se présente sur la liste du Likoud. Et on sait que Netanyahou a fait beaucoup d'efforts pour attirer à lui les voix de l'électorat arabe. Et on en parlera quand on parlera des partis arabes. On a l'impression que oui, ça fonctionne et qu'il pourrait avoir 1 ou peut-être 2 mandats venu de l'électorat arabe. Ce candidat qui s'appelle Naël Zoharbi est un éducateur et qui a clairement annoncé depuis déjà longtemps qu'il voterait pour Netanyahou. Et cette fois-ci, il risque même d'être député très prochainement. Le deuxième parti qui, selon les sondages, pourrait... alors non, on va passer en revue d'abord les partis de droite, puis le centre, puis la gauche. Donc le deuxième parti de droite le plus important, c'est un nouveau parti, Tikva Hadasha, le nouvel espoir en hébreu. Ça a été créé donc par Gideon Sa'ar. Gideon Sa'ar était un des ténors du Likoud. Pendant des années, il a été secrétaire du gouvernement sous Netanyahou, puis ministre député, puis ministre à plusieurs reprises, notamment ministre de l'Intérieur et ministre de l'Éducation. Et Gideon Sa'ar il s'est déjà présenté aux primaires il y a 1 an contre Netanyahou avant les précédentes élections. Il a perdu, mais il a une base très forte au sein du Likoud. Son parti se différencie du Likoud par un positionnement en fait plus à droite que le Likoud sur les questions territoriales et par une opposition personnelle à Netanyahou. Le discours de Gideon Sa'ar aujourd'hui étant que la politique de Netanyahou est mue uniquement par des intérêts personnels et plus par les intérêts de la nation. Et c'est pour ça que Gideon Sa'ar, qui a 54 ans et qui a longtemps été le dauphin susceptible de former un gouvernement après Netanyahou, aujourd'hui s'annonce comme se présentant au poste de Premier ministre. Et s'il arrive à réunir autour de lui le centre, les partis religieux, d'autres partis de droite, il pourrait théoriquement, évidemment, être Premier ministre. Alors, il s'est entouré de plusieurs élus du Likoud, notamment d'un ancien député, une figure connue de la politique israélienne, Binyamin Ze'ev Begin, Benny Begin, ancien ministre, et qui est donc le fils de Menachem Begin. Et ça peut attirer des voix des gens de droite et qui sont déçus de la politique de Netanyahou. Les sondages leur donnent aujourd'hui entre 15 et 18 sièges. Troisième parti à droite, parti Yamina. Yamina s'est présenté sous différentes étiquettes aux dernières élections. Il est dirigé par Naftali Bennett, lui aussi un ancien proche de Netanyahou. Alors, Naftali Bennett se veut lui aussi une alternative au Likoud et s'annonce aussi comme candidat pour être au poste de Premier ministre. Alors, Bennett, quand il a pris la tête du foyer juif, qui était l'ancien parti national religieux, avait obtenu un score historique avec 12 sièges. Puis il a décidé que rester au sein d'un parti religieux n'était pas suffisant pour attirer des voix, et donc a quitté ce parti et a créé un nouveau parti qui s'appelle la Nouvelle Droite. Et aujourd'hui, il présente une liste avec des religieux et des non-religieux, des hommes, des femmes, des Ashkénazes, des Séfarades, et aussi un point qui nous intéresse, nous, franco-israéliens, en tout cas en Israël, avec pour la première fois sur cette liste, un Français éligible, Yom Tov Kalfon, un avocat militant
au sein du parti depuis plus de 2 ans et qui est placé à la 11e liste. On sait que les sondages donnent entre 10 et 15 sièges à cette liste. Le troisième parti de droite, on a tendance à l'oublier, mais longtemps, c'était un faiseur de roi, Avigdor Lieberman. Alors, Avigdor Lieberman est donc à la tête d'un parti Israël Beitenu. Lieberman, lui aussi un ancien du Likoud, ancien proche de Netanyahou, a créé un parti qui, au début, s'est tourné vers un public russophone, puis est devenu aussi généraliste, c'est-à-dire qu'il y a moins de la moitié des élus du parti qui sont d'origine d'ex-URSS. Et c'est un parti aussi qui est très à droite, mais à la différence des 3 précédents, Lieberman affiche des opinions très opposées aux partis religieux et refuse toute coalition, de siéger dans une coalition avec les partis dits ultra-orthodoxes. Il prône une laïcité à outrance, comme certains partis de gauche, et il refusera, comme il a refusé depuis 2 ans, de revenir être partenaire à nouveau avec Benjamin Netanyahou. Donc, on sait que s'il a peu de chances de s'allier avec Naftali Bennett, il peut tout à fait entrer dans une alliance avec Gideon Sa'ar et donc ajouter ses 7 députés. Il a 7 députés aujourd'hui. Tous les sondages lui donnent 7 députés aussi. C'est un des partis les plus stables de la carte politique israélienne. Et 7 députés, on sait que c'est beaucoup vu la constellation actuelle. Toujours à droite, le parti sionisme religieux, parti tout récent, mais qui en fait est l'héritier d'autres partis qui sont en fait des scissions du Parti national religieux. Ce parti dirigé par l'ancien ministre des Transports Bezalel Smotrich est en fait un parti, on va dire, orthodoxe sioniste, c'est-à-dire c'est les rabbins qui donnent le ton de ce parti. Et il s'est uni pour ces élections, donc c'est une union qui s'est faite hier aussi, avec 2 petites formations d'extrême droite, Otzma Yehudit, qui est héritier de Kach, le parti de Meir Kahana, dont plusieurs dirigeants avaient été invalidés pour des déclarations racistes, et la petite formation Noam, qui est une formation qui annonce surtout comme programme le respect de la famille juive classique, et donc très opposée aux organisations LGTB. Alors, si ces 3 partis, chacun seul, n'avaient aucune chance, selon les sondages, d'entrer à la Knesset, là, on s'attend à ce qu'ils reçoivent les 4 sièges suffisants pour figurer, pour être parmi les 120 députés de la prochaine Knesset. Et là aussi, c'est des alliés évidents de Netanyahou, de Naftali Bennett aussi, mais pas nécessairement de Gideon Sa'ar. Dernier parti de droite, éligible peut-être, l'ancien Parti national religieux, le Foyer juif, qui est dirigé par une femme pour la première fois de son histoire, Hagit Moshe, ancienne vice-maire de Jérusalem, et qui succède au Rav Rafi Peretz, qui s'est retiré de la vie politique. Mais à l'heure actuelle, ils n'ont aucune chance, selon les sondages, d'être élus, et ils n'ont pas réussi à entrer ni avec Naftali Bennett, ni avec Bezalel Smotrich. Dans ce qu'on appelle le bloc de droite, il faut ajouter les 2 partis ultra-orthodoxes, donc Yahadut HaTorah, le parti Ashkenaz, qui rassemble à la fois des Chassidim et ce qu'on appelle des Lituaniens, parti qui a toujours entre 7 et 9 sièges depuis des années dans toutes les Knesset, et qui est un partenaire affiché de la droite et de Netanyahou, et Shas. Alors, Shas est actuellement aussi avec 8 sièges, et Shas, qui a longtemps été partenaire d'Yitzhak Rabin en 92, ces dernières années est beaucoup plus à droite, et s'est annoncé avec son leader Aryeh Deri comme soutenant totalement la candidature de Benjamin Netanyahou comme Premier ministre. Notons aussi que Shas a également un candidat franco-israélien, le député actuel Yossi Tayeb, qui soutient les efforts des Olim et qui a été la voix des Olim de France à la Knesset ces derniers mois, puisqu'il est rentré à la Knesset seulement il y a quelques mois. Alors, on a parlé de la droite, il faut parler du centre. Et le centre, c'est Yair Lapid. Yair Lapid est à la tête de Yesh Atid. Yesh Atid est donc se présente pour la 6e fois, donc en fait en 7 ans, depuis les élections de 2013. Et selon les sondages, devrait être logiquement la 2e formation politique après le Likoud. Alors, le refus on se souvient, il y a 1 an presque, en mars 2020, Yair Lapid a refusé de rejoindre le gouvernement de Netanyahou. Ça a provoqué donc la scission dans ce parti qui, à ce moment-là, était bleu-blanc.
Benny Gantz a rejoint Netanyahou et Yair Lapid a pris la place de Benny Gantz pour ces élections, c'est-à-dire le principal rival de Netanyahou. Alors Lapid est un homme de centre, mais de centre, certains diront centre-gauche, d'autres centre-droit, on peut en discuter. Il a un programme économique et politique qui est en fait assez proche du Likoud. Et Lapid, qui se voit et ça s'annonce comme un potentiel Premier ministre, pourrait aussi devenir l'allié de Gideon Sa'ar et même de Naftali Bennett, avec qui il avait fait une alliance lors de la première fois où il a été élu à l'élection de 2013. Tout ça pour faire tomber Binyamin Netanyahou, qui est le point commun entre Lapid, Gideon Sa'ar et Naftali Bennett, qui sont intéressés à remplacer Netanyahou. Autre petit parti qui, a priori, devrait rentrer à la Knesset, le parti de centre, bleu-blanc, tout simplement. On en a beaucoup parlé. Ils avaient, en mars 2020, 35 sièges, donc avec Yair Lapid. Benny Gantz poursuit, se présente. Les sondages lui donnent 4 à 5 sièges. Et il est entouré donc on va dire les derniers à être restés. Il y a eu beaucoup de défections. Donc le numéro 2, Gabi Ashkenazi, l'ancien chef d'état-major, qui s'est retiré de la vie politique, et d'autres. Mais il reste avec notamment comme numéro 2 une femme, Pnina Tamano-Shetté, qui est l'actuelle ministre de l'Intégration, et aussi numéro 3, Hili Troper, le ministre de la Culture. Notons que ces deux personnes sont sionistes religieux, et donc aussi attire un public issu du sionisme religieux, mais plus modéré, et qui ne veut pas rejoindre les partis plus à droite, plus radicaux, comme le parti de Gideon Sa'ar ou celui de Naftali Bennett. Alors, la situation de la gauche, maintenant, a évolué ce soir, puisque depuis le début de la campagne, beaucoup de personnalités politiques avaient annoncé qu'elles se présenteraient. Et notamment Ron Huldaï, le maire de Tel Aviv, qui avait affiché il y a en Israël que 2 leaders politiques, Netanyahou ou moi, faites le choix. Et Huldaï a annoncé ce soir qu'il ne se présenterait pas, qu'il se retirait de la course politique. Face à lui, et en fait, ce qui aurait dû être l'alliance, c'était donc le Parti travailliste. Alors le Parti travailliste, il y a quelques mois, après la démission, il y a quelques semaines, était dans les sondages au plus bas et a priori n'avait aucune chance d'entrer à la Knesset, quand son dirigeant Amir Peretz, qui est ministre, qui est toujours ministre dans le gouvernement de Netanyahou, a quitté le parti, a annoncé que finalement il ne se représenterait pas. Il y a eu des élections et Merav Michaeli, pour la 3e fois de l'histoire du Parti travailliste, après Golda Meir et Sheli Yechimowitz, une femme prend la tête du Parti travailliste, et en quelques jours, les sondages qui donnaient 0 siège à cette formation leur donnent aujourd'hui 8 sièges. Alors c'est le programme de Merav Michaeli est très à gauche, il refuse évidemment tout accord possible avec Netanyahou, mais le score faible, évidemment, par rapport à ce parti qui est héritier, on l'a dit, du Mapai et du parti travailliste historique, avec 8 mandats et peut-être plus, serait évidemment associé avec Yair Lapid et pourrait évidemment bloquer aussi une possibilité d'une coalition de droite. Autre parti de gauche important, Meretz, qui est depuis 1992 se présente avec de manière assez stable, comme le parti le plus à gauche de la Knesset, a récupéré beaucoup de voix des déçus du Parti travailliste, du Parti travailliste qui était en crise, mais aussi du Parti travailliste qui était complice, selon Meretz, de Netanyahou, puisque, on le sait, son dirigeant, Amir Peretz, était ministre et toujours d'ailleurs ministre de Netanyahou. Alors, si la création d'un État palestinien a longtemps été l'un des points principaux du programme du parti, la situation actuelle, où avec le corona, avec la crise sanitaire, la crise économique incroyable qu'Israël est en train de vivre, aujourd'hui, le discours des partis de gauche n'est plus du tout axé vers un plan de paix avec les Palestiniens, mais principalement sur l'aide sociale, sur un programme économique, et aussi pour ce qui est de Meretz, sur la laïcité et une lutte contre ce qu'il qualifie de mainmise des partis religieux sur le pouvoir. Alors, à gauche, il y a aussi Yaron Zelika. Yaron Zelika, gauche, peut-être centre aussi. Yaron Zelika est un ancien haut fonctionnaire de l'État. Il pourrait créer la surprise. Et pour l'instant, il se propose comme futur Premier ministre d'à peu près toutes les coalitions, sauf de Netanyahou. Les sondages lui donnent entre 0 et 4. Comme vous l'avez compris, on a soit 0, soit on a 4. On ne peut pas avoir moins que 4.
Et dans ce cas-là, s'il passe avec les travaillistes Lapid et Meretz, ça pourrait être 4 ou plus s'il y a une surprise de sièges pour une coalition de centre-gauche. Dernier bloc, les partis arabes. Alors, les partis arabes, actuellement, étaient unis, sur la liste unie des partis arabes. Donc, il y avait 4 partis qui ont actuellement 15 sièges. Rappelons que c'était le 3e parti du pays, après le Likoud et Bleu-Blanc. Alors, les 4 partis, rapidement, sans entrer dans les détails, il y a le parti Hadash, qui est le parti communiste, qui est la seule liste. Donc, on appelle, ce n'est pas vraiment une liste arabe, puisqu'il y a une place réservée toujours dans les premiers sièges, premier mandat, il y a toujours la place pour un élu juif. Et ils ont un électorat juif aussi qui continue de voter pour cette liste communiste. Il y a le parti Ta'al de Ahmed Tibi, qui est un député les plus connus de la scène politique israélienne, et Balad, un parti nationaliste qui lutte pour un État unique pour tous les citoyens et contre tout signe juif dans l'État d'Israël. Le 4e parti, Ra'am, ce qui est la liste islamique, s'est rapproché de Netanyahou ces derniers mois et a décidé de se séparer de la liste unie des partis arabes et donc se présentera seul, mais a priori sans aucune possibilité de pouvoir rentrer à la Knesset. Alors, actuellement, évidemment, les sondages donnent une large majorité de voix au camp des anti-Bibi. Mais c'est paradoxalement impossible d'avoir une coalition stable. Parce qu'on l'a vu, il y a des gens trop à gauche ou trop laïques pour accepter de s'asseoir ensemble. Donc, on ne sait absolument pas comment cette majorité potentielle de voix anti-Netanyahou pourrait former une coalition. De l'autre côté, à l'heure actuelle, le camp Netanyahou, ses alliés fidèles, sont autour de 45 dans les sondages, donc loin d'une majorité. Et pour Netanyahou, il faudra trouver un nouvel allié, soit Naftali Bennett, soit Gideon Sa'ar, soit peut-être Yair Lapid. En politique israélienne, rien n'est sûr. Donc il faudra attendre le 24 mars au matin pour avoir une petite idée de ce qui va se passer. Voilà, ça c'était le tour d'horizon. Et je vois que des questions sont apparues, mais je n'ai pas eu le temps de les lire. Donc si Yasmine ou Naftali veulent me les proposer, j'y répondrai avec plaisir. Oui, il y a une question de Laurent. Peut-on rêver que la proportionnelle intégrale soit remplacée dans un futur proche par un scrutin mixte afin d'éviter cette insupportable instabilité politique? C'est une excellente question, une question que beaucoup d'Israéliens se posent. La réponse est non. Il n'y a pas pour l'instant, aucun parti ne propose, Lieberman avait tenté de proposer un changement fondamental du système électoral, mais ça n'a pas marché. Disons que ce n'est pas la priorité d'aucun parti. Donc, dans les années à venir, il n'y a pas de changement et la proportionnelle intégrale se poursuivra. Le système n'est apparemment pas prêt de changer. On nous pose la question, peut-on avoir des explications sur le système de lettres pour le vote? Alors, sur les bulletins de vote, il faut les partis qui ont souvent des noms très, très longs n'inscrivent pas le nom du parti sur le bulletin de vote et quand on rentre dans l'urne, on choisit sur le bulletin de vote le bulletin où il y a la lettre qui représente le parti. Depuis hier matin, jusqu'à ce soir minuit, les partis se présentent à la commission électorale et demandent une lettre qui va les représenter. Alors, les deux grands partis, le Likoud, c'est les lettres qui existent depuis des dizaines d'années. Mahal, c'est le nom c'est un Miflaga, Kherout et Liberalim, c'est-à-dire les deux partis qui ont formé le Likoud. Historiquement, et le Parti travailliste, les lettres sont Aleph Mem Tav, c'est-à-dire Emet, veut dire aussi vérité, et qui sont les lettres du Parti travailliste. Mais les autres partis, en général, évoluent et changent les lettres. Alors l'intérêt de choisir des lettres qui parlent bien, qui parlent aux lecteurs, aux électeurs, qui retrouvent facilement la lettre, mais les partis proposent et les premiers à proposer sont les premiers à recevoir une réponse positive à leur choix de lettres. Une question de Linda. Pourquoi Gideon Sa'ar et Bennett ne s'unissent-ils pas?
Alors, c'est une bonne question. J'aurais tendance à répondre, c'est une question d'ego. Chacun pensant qu'il peut être lui-même Premier ministre, chacun pensant qu'il est capable de diriger le pays. Il y a aussi des différences idéologiques entre les deux partis, entre les deux formations, mais fondamentalement, chacun depuis des années, on le sait, ce n'est pas un secret, espère un jour succéder à Netanyahou. Alors, Sa'ar et Bennett étaient partenaires de Netanyahou et s'attendaient à ce que Netanyahou quitte le pouvoir pour le remplacer. Finalement, ils n'ont pas eu la patience ni l'un ni l'autre. Donc, ils ne sont pas unis sur une même liste, mais on sait déjà que dans le cas où ils ont suffisamment de voix, ils s'uniront dans un front commun contre Netanyahou, si c'est dans leur intérêt, bien entendu. Une question de David. N'y a-t-il pas des bruits qui courent pour dire que dans le parti de Lieberman, il y a des scissions importantes? Au sein d'Israël Beiteinu, il y a toujours eu des scissions. Certaines personnalités se sont séparées de Lieberman. En l'occurrence, Lieberman s'est séparé de certaines personnalités. Mais la stabilité actuelle du parti est quand même très forte. C'est le seul parti qui présente exactement la même liste qu'aux élections l'année dernière, aux mêmes places, et avec des personnalités assez fortes. Le numéro 2 du parti, Oded Forer, ancien directeur général du ministère de l'Intégration, est un député qui est très actif à la Knesset dans l'opposition, et ce n'est pas facile d'être dans l'opposition, surtout quand on est de droite, et Oded Forer est très à droite. Et je crois que s'il y a des scissions, on ne les ressent pas au niveau, en tout cas, des électeurs, puisque je parlais d'un des partis les plus stables actuellement. Une question de Mireille. Compte tenu de la situation, est-ce que le vote est fait par correspondance? On va peut-être réagir ça au niveau du Covid. Quelles sont les mesures qui vont être prises pour que les gens puissent voter? Alors, c'est une excellente question que se posent beaucoup et les électeurs et les partis politiques. Est-ce que le 23 mars, tout le monde pourra aller voter? Alors, il faut se rappeler déjà qu'aux précédentes élections, le Covid-19 était déjà présent et qu'il y avait eu des lieux prévus pour les gens qui étaient malades, pour les gens qui étaient obligés d'être en quarantaine. Est-ce que ça va être ouvert? Aujourd'hui, on est encore en confinement et le confinement se prolonge. Est-ce que tout va être ouvert? C'est ce que Netanyahou espère, c'est ce que les électeurs espèrent aussi. Et sinon, pour l'instant, la commission électorale a dit qu'elle n'est pas prête à un vote par correspondance, pas plus qu'il y a toujours des gens qui votent par correspondance, en l'occurrence les soldats, les malades, les prisonniers, les diplomates, mais il s'agit de quelques dizaines de milliers de voix, que l'ensemble des Israéliens, ou même plus que 10% de la population par correspondance, ça paraît très difficile, voire impossible. Il y a une question concernant le coût des élections au contribuable israélien. Pardon. Alors, je ne me souviens plus de la somme précise, ça coûte extrêmement cher et on peut imaginer, j'aime pas être prophète, on peut imaginer que le taux d'abstention sera important cette fois parce que les Israéliens en ont marre, on a l'impression à un moment où il y a plus d'1 million de chômeurs en Israël, que c'est des dépenses inutiles, qu'ils auraient dû s'arranger, s'entendre, que le gouvernement d'union, qui même s'il n'était pas extrêmement stable, présentait une union et devait lutter. Je rappelle que les premières promesses faites par la coalition, le gouvernement d'union nationale de Gantz et de Netanyahou, était de créer un cabinet Corona, et que ce cabinet Corona a parfois mis 2 mois avant de se réunir dans une période de crise parce que les partenaires de la coalition n'étaient pas d'accord entre eux. Donc les dépenses énormes faites, imposées par Netanyahou et Gantz, on va dire, pour ces élections, pour ces 24e élections, font mal à beaucoup d'électeurs. Est-ce que tu pourrais peut-être expliquer le décompte des voix, c'est-à-dire le changement qu'il y a entre les premiers sondages qui sont donnés après les premiers chiffres, après les élections, et les résultats finaux qui ont lieu une dizaine de jours après? L'évolution, comment ça marche? À la fermeture des urnes, les premiers chiffres qui sont donnés sont des chiffres qui ne sont pas des chiffres réels, c'est les chiffres des sondages. C'est-à-dire que les sondages de sortie des urnes, c'est partout pareil d'ailleurs, il n'y a aucun bulletin dépouillé au moment des premiers résultats, c'est les sondages
fait au moment du vote durant la journée. Donc, dans la soirée, les bulletins sont dépouillés et en général, ça prend quelques heures pour avoir un résultat à peu près clair. Parfois, avec le vote, on a dit avec les votes par correspondance, qu'on appelle les votes des soldats, il y a en général un changement d'un ou deux sièges. En général, le soir, les partis orthodoxes ont un siège en plus et ils le perdent dans la nuit ou dans les 2 jours qui suivent avec les soldats qui en général ne votent pas beaucoup pour les partis orthodoxes. Les partis arabes aussi souvent perdent un siège pour les mêmes raisons. Je vois une question de Jean-Jacques Krief. Là, elle est partie. Est-ce que vous la voyez, là, la dernière? Ouais, je l'ai vu sa question tout à l'heure. C'était est-ce qu'on peut envisager des nouvelles élections en 2021? Ah oui, alors, a priori, en mars 2020, ça paraissait impossible d'envisager qu'il y ait des élections un an plus tard. Donc, j'ai envie de dire la même chose. C'est absolument impossible d'imaginer qu'il y aura encore des élections dans l'année qui vient. Maintenant, rappelons, il y a des échéances importantes. L'actualité nous poursuit. Alors, la première échéance, évidemment, est-ce que la crise du corona va être résolue par le gouvernement Netanyahou ou par le prochain gouvernement? Où va-t-on? Mais il y a aussi le procès Netanyahou qui doit commencer la semaine prochaine et qui va se poursuivre. Est-ce que Netanyahou va pouvoir rester en poste? Il y a les échéances sécuritaires. Est-ce qu'en cas de menace réelle du Nord, on sait qu'il y a eu des centaines, en 2020, il y a eu l'armée, le chef d'état-major l'a annoncé, plus de 500 attaques israéliennes sur des cibles pro-iraniennes en Syrie notamment. Est-ce que cette menace à l'extérieur des frontières va se rapprocher? Et dans ce cas-là, on sait qu'en cas de conflit, la classe politique s'unit et donc ça mettrait de côté l'éventualité d'une nouvelle crise politique. Donc, est-ce qu'il y aura une crise politique? On le saura dans quelques mois. Là, c'est très difficile à prédire. Il y a une Laurent question te de demande Laurent. si… Ouais, vas-y. Laurent te demande si Benjamin Netanyahou pourrait être tenté, éventuellement élu à la présidence de l'État après Reuven Rivlin. Ça a déjà été évoqué par les médias. Je ne crois pas, non. Je ne pense pas que Netanyahou est intéressé Netanyahou a montré qu'il est resté au pouvoir très longtemps et on ne peut pas envisager qu'il se retrouve à un poste où il n'y a aucun pouvoir. Rappelons que le poste du président de l'État est un poste qui ressemble beaucoup à celui de la reine d'Angleterre. Et à part désigner la personne qui doit former le gouvernement et participer à des inaugurations et vous faire des déclarations pour unir le peuple, le président de l'État n'a quasiment aucun pouvoir. Et donc Netanyahou, je pense, se retirera de lui-même ou par les électeurs en tant que Premier ministre et quittera à ce moment-là la scène politique. Alors, Laurent nous demande s'il y a des influences étrangères sur les élections, comme aux États-Unis en 2017. 2016. Des influences étrangères. Alors, on va dire qu'on a connu des influences. De Donald Trump, quand il était président, avait soutenu Netanyahou de manière très claire. Mais est-ce qu'on peut appeler ça des influences? Est-ce qu'il y a des intérêts financiers? Aujourd'hui, Israël entretient des bonnes relations et des relations économiques très fortes avec des pays qui ont longtemps été ses ennemis. On l'a dit, que ce soit la Russie de Poutine, avec la Chine, avec l'Arabie saoudite aujourd'hui, même si c'est encore pas évident tous les jours. C'est clair que les relations d'Israël avec le reste du monde jouent un rôle dans les élections. Dire que des pays sont impliqués dans la campagne électorale, non, je ne crois pas. Notre ami David Selam, que je salue, pose la question. Il y a eu beaucoup de fraude aux États-Unis. N'y a-t-il pas de risque de fraude en Israël pour les élections? Il y a toujours des risques, mais
de manière générale, c'est les dernières élections, chaque fois qu'il y a eu des appels en justice pour dénoncer des fraudes, et il y en a eu, il s'agissait de quelques centaines de voix à droite et à gauche, j'ai envie de dire. Parfois, dans le secteur arabe, il y a eu des villes où toutes les urnes donnaient 100% à un seul parti, etc. Mais il s'agissait on va dire, les actes frauduleux n'ont jamais influencé fondamentalement sur le résultat des élections. Une question de Francis. Les changements à Washington peuvent-ils avoir une influence sur les votes en Israël? Je ne crois pas du tout. C'est-à-dire que ça va beaucoup influencer sur ce qui va se passer en Israël. Ça, c'est évident. Mais au moment des élections, l'électeur israélien ne va pas voter en se disant... c'est-à-dire, on peut imaginer que les gens vont dire qu'il faut renforcer la droite pour qu'il y ait un gouvernement, pour qu'il y ait un Netanyahou assez fort. On entend ce discours chez certains militants de droite qui disent Netanyahou avait résisté à Obama, un autre dirigeant de droite, Sahar ou Bennett, ne serait pas aussi fort face à Biden, donc il faut renforcer Netanyahou. Ça peut jouer. Mais plus que ça, je ne sais pas. Netanyahou était très proche de Trump, ce n'est pas un secret, et Israël a obtenu beaucoup grâce à l'administration Trump, mais Biden et Netanyahou se connaissent depuis des dizaines d'années. Biden est un allié, un soutien d'Israël évident, et je ne crois pas que ça va influencer sur le vote des électeurs israéliens. Mireille pose une question. Quelle est la position de chaque parti vis-à-vis de la sécurité, de l'économie, surtout pour les plus défavorisés, et enfin de la politique vaccinale? C'est plus une question, c'est une nouvelle conférence. Voilà, il faut refaire il faut parler au moins 1 heure. De manière générale, sur la sécurité, tout le monde est d'accord. Là où il y a des différences, on l'a dit, enfin des différences qui ont toujours existé sur l'avenir de la Judée-Samarie, le dialogue avec les Palestiniens, quelle forme de dialogue, quelle forme d'aide à Gaza ou avec les Palestiniens, la solution à 2 États, est-ce qu'elle est encore dans le discours politique israélien? Mais c'est le sujet d'une autre conférence. De manière générale, ça a été la crise du Covid a repoussé ces sujets. Ce n'est pas un sujet dans cette campagne électorale. Dans cette campagne, ce qui compte, c'est comment rétablir la situation sanitaire et économique. Pour ce qui est des vaccins, je veux quand même préciser, quasiment tous les partis, on peut raconter pour l'anecdote qu'il y a un parti qui a présenté sa liste hier s'annonçant comme anti-corona, en l'occurrence contre le fait même qu'on parle de coronavirus. C'est une liste qui dit qu'il n'y a pas de pandémie et qu'il n'y a pas de maladie et donc il ne faut pas se vacciner. Mais de manière générale, tous les partis, dans leurs clips, les premiers clips de campagne qui circulent sur les réseaux sociaux, appellent la population à se vacciner. Là, il y a un consensus. On l'a vu chez les travaillistes, on l'a vu au Likoud, on l'a vu dans tous les partis. Il y a appeler les gens à se vacciner, c'est-à-dire vaccinez-vous et la vie pourra reprendre. Une question de Martine. Est-ce qu'une politique de droite en Israël est vraiment comparable avec la droite française? Pas du tout. Pas du tout. Sauf sur un point, sur le point économique. C'est-à-dire, oui, la droite israélienne est une droite libérale, capitaliste. Netanyahou a un programme économique qui est plus un programme qu'on peut comparer avec la droite en France ou dans d'autres pays en Europe. Mais évidemment, ici, on a toujours dit que la différence principale entre la droite et la gauche était par rapport aux Palestiniens, mais sur les questions sécuritaires et sur les questions sociétales. Mais au niveau de la politique, c'est vrai que la différence, au niveau économique, les différences sont claires entre la politique de Netanyahou et celle des partis de gauche. Et c'est là que l'apparition de Gideon Sa'ar est vue par beaucoup d'électeurs comme un Likoud
un deuxième Likoud, puisqu'il prône la même politique économique que Netanyahou, avec encore plus libéral, puisqu'il reproche dans son programme qui commence à être publié aussi sur les réseaux sociaux et dans les médias, il reproche à Netanyahou d'avoir trop donné. On sait que pour lutter contre la crise due à la pandémie, Netanyahou a distribué de l'argent à l'ensemble des citoyens israéliens, ce qui a été critiqué à droite comme une politique socialiste. Quand on donne à tout le monde la même somme, on sait que tous les citoyens israéliens ont reçu à plusieurs reprises exactement la même somme, une somme assez minime, et que les gens, donc très, très riches, et on disait en riant ici que Quentin Tarantino vit à Tel Aviv et a reçu finalement aussi cette aide à lutter contre le Covid et tous les millionnaires israéliens à Tel Aviv, alors qu'on aurait pu privilégier les populations les plus pauvres, les chômeurs et les victimes réelles de la crise économique. Une autre question, comment expliquer que Bleu-Blanc soit effondré en 6 mois depuis les dernières élections? Alors, pour analyser la chute de Bleu-Blanc, il y a beaucoup d'éléments. Mais ma réponse sera, c'est que le moment où Bleu-Blanc se divise pour entrer dans un gouvernement d'union, entre ceux qui veulent rentrer avec Netanyahou et ceux qui ne veulent pas rentrer avec Netanyahou, Benny Gantz, quelque part, s'est décrédibilisé. Quand pendant 2 ans, il a maintenu un discours qui dit je ne peux pas rentrer dans une coalition avec un homme qui a qui est inculpé pour corruption et qui finalement rentre, même au nom de l'unité nationale, de l'union nationale, ça ne fonctionne pas chez les électeurs. Les électeurs n'aiment pas qu'on leur mente. Et c'est aussi ce qui a provoqué la chute du Parti travailliste. Quand Amir Peretz, qui est le leader à l'époque du Parti travailliste, avait dit « je me rase la moustache pour qu'on voit mieux ce que je dis, je ne m'assierai jamais dans un gouvernement avec Netanyahou », et quelques mois plus tard est ministre de Netanyahou, c'est difficile pour les électeurs. C'est une des raisons, le manque de crédibilité de Benny Gantz. Après, la scission au sein du parti, c'est ce qui est arrivé avec Kadima, c'est ce qui est arrivé avec Daesh en 1977. Les grands partis de centre ont tendance à réunir des gens très à droite, des gens très à gauche, des opinions de gens qui sont... On sait que Gantz est entouré de gens aussi issus du milieu haredi, du milieu ultra-orthodoxe, et des gens ultra-laïques. Et il y a un moment où ça ne fonctionne pas, surtout quand on n'est pas au pouvoir. Alors, quand un grand parti de centre, tant que Kadima était au pouvoir, il pouvait réunir des gens très différents idéologiquement. À partir du moment où Bleu-Blanc n'est plus au pouvoir et où il est partenaire de Netanyahou, mais finalement, ce n'est pas Bleu-Blanc qui a donné la direction, mais c'est Netanyahou. Alors les gens se sont dit, quel intérêt de voter pour un parti qui est trop neutre, on dirait trop parvé, et les gens cherchent une idéologie plus forte qu'ils n'ont pas trouvée chez Benny Gantz. Une question. C'est un parti écologique ou un parti qui a des orientations écologiques en Israël? Alors, il y a le seul parti aujourd'hui qui a un programme écologique, c'est le parti d'Yaron Zelika, dont on n'a pas beaucoup parlé, qui a un vrai programme pour lutter contre les plateformes de gaz, contre la pollution. Ces dernières années, certains partis, ceux qui ont un programme, et Guy Donsar l'a annoncé aussi dans son programme, commencent à parler des questions environnementales, mais de manière générale, il n'y a pas eu jamais un parti en Israël, un parti vert n'a été élu, bien qu'à plusieurs reprises il s'est présenté sans succès, et ce n'est pas une priorité. En tout cas, ça n'apparaît pas, les questions d'environnement n'apparaissent pas à l'heure actuelle sur les programmes du Likoud, en tout cas, ni à ma connaissance sur la plateforme du parti de Yair Lapid Yesh Atid. Quelles sont les chances d'une alliance Smotrich et Ben Gvir? Alors, ça a été signé hier soir. Les deux partis, comme je l'ai dit précédemment, le parti de Smotrich et de Ben Gvir sont sur la même liste. Donc, c'est une liste unie qui se présente, qui veulent représenter le sionisme religieux. Alors, depuis le fait qu'ils ne se soient pas unis avec Hagit Moshe du Parti national religieux, ça a provoqué une crise au sein du sionisme religieux les plus radicaux,
puisque certains disent ils ont mis de côté une déformation importante. Mais de manière générale, le public sioniste religieux, ce qu'on appelle les kippotes tricotées, vote, et on l'a vu aujourd'hui, pour l'ensemble des partis. Rappelons que Zev Elkin, auprès de Gideon Sa'ar, fait partie de ce public, et Hili Troper auprès de Benny Gantz, et Yuli Edelstein auprès de Netanyahou. Donc aujourd'hui, il n'y a plus vraiment un parti qui représente le sionisme religieux, comme c'était le cas dans les premières années après la création de l'État d'Israël, où le Parti national religieux obtenait quasiment automatiquement 12 sièges, et ça pendant des années. Mais à l'époque, il était aussi un parti plus centriste. Aujourd'hui, les kippotes tricotées peuvent voter à droite, à gauche ou au centre. Une question qui a été posée, c'est comment comprendre que la mise en jugement de Netanyahou n'entame pas son influence? Alors, non seulement ça n'entame pas, mais ça le renforce auprès de ses électeurs. Alors évidemment, évidemment, Netanyahou a perdu une partie de son électorat à cause de ses affaires judiciaires. Mais au sein de son électorat, il est ressenti comme victime d'un complot contre lui, d'une espèce il y a une cabale contre lui, que finalement les accusations de corruption sont pour des faits mineurs, et que c'est pas très important. Ce qui est important pour les fans de Netanyahou et du Likoud, c'est que Netanyahou continue de diriger ce pays, et sous Netanyahou, ces gens-là rappellent les nombreux succès de Netanyahou, et le fait aussi qu'il soit un homme politique et tout le monde le reconnaîtra, d'une stature rare ces dernières années en Israël et dans le monde d'ailleurs. Quelle est l'attitude des principaux partis vis-à-vis de la Judée-Samarie? Alors, j'ai déjà dit qu'aujourd'hui, c'est plus une priorité. Mais de manière générale, tous les partis de droite, évidemment, parlent de poursuivre la construction, d'aider au développement des implantations juives dans cette région. Là où, et à gauche, évidemment, de relancer les négociations de paix pour arriver à la solution à 2 États. Là où il y a des différences, c'est sur la question de l'annexion. On se souvient que Trump était d'accord pour qu'Israël fasse une annexion au moins de la zone C étant la zone contrôlée à 100% par Israël, où donc l'autorité palestinienne n'a aucun pouvoir. Quand Netanyahou finalement n'est pas allé jusqu'au bout de cette annexion, ça lui est reproché aujourd'hui et par Gideon Sa'ar et par Naftali Bennett et par Bezalel Smotrich, c'est-à-dire tout ce qui est à sa droite, disent finalement Netanyahou se présente comme l'homme de droite, comme l'homme qui soutient les habitants juifs de Judée-Samarie, mais finalement il n'a pas annexé. C'est aussi, on rappelle aussi à Netanyahou à droite, plus à droite que lui, que Netanyahou a gelé la construction à plusieurs reprises, et que finalement, et le dernier point avant les élections, il y a seulement 2 semaines, la légalisation de ce qu'on appelle ces implantations non reconnues par la loi israélienne. On parle de un peu plus de 60 implantations qui sont toujours illégales au regard de la loi israélienne. Et alors que même Benny Gantz avait annoncé qu'il voterait en faveur d'une légalisation. Finalement, il a renoncé pour des raisons juridiques, mais sûrement évidemment politiques. Et finalement, ces gens-là disent Netanyahou est au pouvoir depuis des années et on est toujours illégaux. Et on parle dans ces implantations de près de 25 000 habitants de Judée-Samarie qui se retrouvent dans une situation en fait illégale au regard de la loi israélienne et qui n'ont souvent sont pas reliés au réseau électrique ou hydraulique comme les autres habitants juifs de Judée-Samarie. On se rapproche de la fin de notre intervention. 2 petites questions. Quelle est la priorité pour les électeurs d'après les sondages? Est-ce que c'est la lutte contre les inégalités? Est-ce que ce sont les problèmes liés au poids des religieux dans la vie quotidienne ou encore autre chose? La priorité, actuellement, la priorité, c'est de mettre fin à la crise qui est à la fois sanitaire et économique. Ces dernières années, et avant que le Covid fasse irruption dans nos vies, les priorités étaient déjà les priorités sociales. Naftali, tu as raison de rappeler que les divisions
les dissensions, je dirais, au sein de la société israélienne entre religieux et non religieux, entre juifs et arabes, sont des sujets qui sont importants. Les sujets sociétaux sont importants. Je dirais le social, le sociétal et le sécuritaire sont les trois premiers sujets qui intéressent les électeurs israéliens. Une question de Jean-Jacques. Comment se comporte le vote des Olim français? Alors, le vote des Olim de France. Alors, plusieurs partis essayent d'attirer le vote des Olim de France, simplement parce que ces dernières années, des dizaines de milliers d'Olim de France sont arrivés en Israël et on en entend parler de plus en plus. Donc, en veille d'élection, comme il se doit, les partis publient en français sur leur page Facebook et se tournent vers les Olim de France. De manière générale, et c'est un peu caricatural ce que je vais dire, mais la majorité des Olim de France, je parle de ceux arrivés ces dernières années seulement, je parle des 5 dernières années, votent pour 2 partis. Le vote, vraiment, c'est partagé entre 2 partis. Le Likoud pour Netanyahou, plus que pour la politique du Likoud qui connaissent peut-être moins. Il faut rappeler de toute façon que le Likoud n'affiche pas de programme depuis 2015, n'a pas publié de programme politique. Mais le Likoud pour Netanyahou, parce que Netanyahou est vraiment très, très apprécié des Olim de France. Et le deuxième parti, c'est Chasse. Chasse a fait une campagne en français, une campagne effective, et a placé pour la première fois de l'histoire du pays un natif de France, Yossi Taïeb, à la Knesset. Et Yossi Taïeb a travaillé, a fait énormément de choses en quelques mois pour les Olim, a aidé des dizaines et des dizaines de personnes à titre personnel. Et ça, les gens l'ont vu, le comprennent. Et rappelons qu'une grande partie des Olim de France sont religieux, sont séfarades, et se retrouvent dans le discours de Chasse. Et c'est donc une grande partie des voix. De plus en plus de voix, selon le parti de Yamina Naftali Bennett, votent pour Bennett, qui avait annoncé aux dernières élections être le père de l'Aliyah de France. Il n'a pas pu le prouver puisqu'il était dans l'opposition. La nomination de Yom Tov Kalfon à la 11e place sur sa liste est un geste vers la communauté des Olim de France. On verra si le résultat dans les urnes, si les Olim vont être convaincus. Peut-être une dernière question. Elisabeth nous demande dans quelle mouvance s'inscrit la paix maintenant. Shalom Arshav. Alors, la paix maintenant a toujours fait partie historiquement du Parti travailliste. Ces dernières années, le Parti travailliste s'est un peu écroulé. On retrouve les militants de la paix maintenant plus à Meretz, qui est un parti qui est plus à gauche et qui est surtout sur la question des territoires, a encore un discours très clair de solution à 2 États, donc qui est la solution prônée par le mouvement La Paix Maintenant, qui est un mouvement qui aujourd'hui est avant tout un mouvement contre la présence juive en Judée-Samarie, et qui donc est le programme du parti de gauche Meretz. Mais je crois que nous allons conclure. Il n'y a plus de questions, il n'y a plus que des remarques maintenant pour te remercier pour ton intervention très claire et très intéressante. Ça fait au moins déjà le 15e chat que je vois qui remercie. Et vraiment, nous avons appris, tu nous as rendu la situation beaucoup plus claire et nous te remercions. Yasmine, rappelle-nous dimanche. Non, oui, donc dimanche matin à 11h heure française, on a une réunion sur Netivote avec la responsable des Olim francophones à Netivote. Donc je vous invite tous. Et pour toutes les personnes qui souhaitent s'inscrire, le lien est sur notre page Facebook. Voilà. Donc merci à tous, merci Mickaël. Merci beaucoup de votre attention, vous avez été très calme. Ils n'ont pas le choix en même moment. Non, je sais bien, mais je suis habitué à donner des conférences avec des gens en face, et là c'est très agréable de ne pas être interrompu, même si c'est un peu frustrant de ne pas pouvoir. On peut ouvrir les micros si tu veux, ça peut être rigolo. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci beaucoup, Shabbat Shalom à tout le monde et à bientôt. Bye, au revoir. Shabbat Shalom. Bye.